Bonjour à tous. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de reprendre les enregistrements. Je profite d'une journée de repos en plein milieu de la saison pour enregistrer un épisode qui me tenait à cœur de faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche 100% de la population, car oui, on a tous été un bébé à un moment donné de sa vie. Mon invité du jour est Marie-Julia Guittier et nous allons parler de son livre Expérience de naissance imminente, qui est paru aux éditions Guitry Daniel le 30 janvier 2025. Alors Marie-Julia, comment vas-tu? Et je vais très bien, Clément. Merci pour l'invitation. Clément le Bah, Sage. c'est Magnifique moi de qui te s'appeler le remercie. Sage et Clément à la fois. Ça dégage beaucoup de paix, hein, la Clémence, le Sage. Je suis Il ravie. paraît, ouais. Bah, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Bon, j'ai beaucoup de casquettes, hein. Je vais les parcourir rapidement parce que j'ai l'impression de vivre plusieurs vies dans une seule, hein. Bon, déjà professionnellement, je suis sage-femme depuis très longtemps puisque je suis rentrée à l'école de sage-femme, j'avais 18 ans. Donc j'ai eu la chance d'accompagner des centaines de naissances de parents, ce qui fait que je suis maître de conférences pour les universités. J'ai aussi, je suis la fondatrice d'une fondation qui s'appelle la FREP, la Fondation pour la recherche en périnatalité en Suisse. Je suis la maman de 3 enfants et je vais bientôt avoir 2 petits-enfants. Je m'en réjouis cet automne. Bien sûr, je suis l'auteur du livre dont tu as parlé. Et je dirais que je suis surtout une femme curieuse, curieuse d'essayer de percer les mystères de la grande vie et d'explorer le potentiel de ce que nous appelons l'être humain. Bon, bah, la curiosité à notre plus grand bonheur, parce que ça nous a permis de pouvoir lire ton livre, justement, qui a été vraiment une nouvelle approche, en fait, dans le monde de la visible. Souvent, on contacte les défunts et tout, et là, justement, non, on va contacter ceux qui sont même pas encore nés, en fait. Et j'ai trouvé ça très novateur et une expérience très, très intéressante. Merci. Et, et justement, avant de parler de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que peux nous parler des synchronicités qui t'ont amené à écrire ce livre? Ah, les synchronicités qui m'ont amené à écrire ce livre. Euh, Écoute, c'est complexe de décrire ce qui m'a amené à écrire ce livre parce qu'il y a une première lecture, je te dirais que l'idée, elle m'est venue durant l'été 2019 alors que j'étais en train de prendre un moment d'intériorité comme je le fais chaque matin. Certains appellent ça de la méditation, peu importe. Et l'idée de faire cette recherche, de mener cette recherche, m'est venue dans l'esprit à ce moment-là. Et je dirais que sur le moment, je l'ai vivement repoussé parce que je connais le milieu académique et une certaine fermeture sur l'exploration du monde invisible. Donc, j'ai un peu lutté sur l'idée de faire une recherche comme ça. Mais ça ne m'a pas lâché. Donc, avec le temps, très rapidement, en fait, en quelques jours, j'ai lâché mes réticences et je suis partie dans l'ouverture à comment faire, comment écrire un protocole. Euh, mais avec le recul, maintenant, je comprends que c'était presque ma mission de vie et que tout a été parfaitement orchestré pour que j'arrive à faire cette recherche et puis écrire ce livre. Et je dirais avec le recul que ça a commencé par ma propre naissance, qui a été plutôt difficile, très difficile même. Et ça a continué avec le fait que je choisisse ce métier de sage-femme à 18 ans sans vraiment savoir où je m'engageais. Et ça a continué avec le fait que je sois poussée à faire un doctorat à 40 ans alors que je n'avais jamais rêvé de cela. Et tout ça s'est intriqué pour que un jour j'ai envie de faire cette recherche, enfin, que l'idée me vienne, que je sois poussée à le faire comme je l'ai expliqué. Et après, les rencontres sont arrivées. J'ai cherché à rentrer en contact avec Anne Givaudan, Daniel Meroy, qui avait écrit Les 9 marches, parce que c'était un livre très fort pour moi, qui m'est arrivé sur le tard, hein. J'ai dû le lire en 2010, donc vraiment quasiment 20 ans après sa sortie peut-être. Et
ça m'avait marqué. Je pense que ça a aussi contribué à la naissance de cette recherche. Je n'ai pas réussi à rentrer en contact direct avec Anne Givaudan, Daniel Meroy. Les portes ne se sont pas ouvertes. J'ai continué de chercher, puis avec les algorithmes qui fonctionnent, comme on le connaît tous, on m'a présenté des gens qui avaient écrit des livres sur le sujet. J'ai pu donc rencontrer Sylvie Ouellette, une médium du Québec, qui a écrit un livre qui s'appelle Bienvenue sur Terre. Et puis pour faire cette recherche, c'est important de ne pas faire une recherche seule. Donc, j'ai cherché des partenaires de recherche. C'était pas facile parce que c'est pas un domaine très porteur dans un CV. Et j'ai pu rencontrer des personnes néanmoins formidables. Je vais les citer maintenant. C'est Magali Eckermann, qui est une gynécologue obstétricienne en Belgique, qui a un diplôme universitaire en état modifié de conscience. Renaud Évrard, qui est un chercheur en France, un chercheur en psychologie, qui a écrit beaucoup de livres sur les expériences dites extraordinaires et puis qui enseigne aussi sur ce sujet à l'université. Et enfin, la docteure Elane Vabé, qui est directrice de recherche de l'Institut IONS, Institute of Noetic Sciences. C'est un institut en Californie qui est spécialisé sur l'étude de la conscience, de la télépathie, de la vie après la mort, des expériences de mort imminente. Et voilà, ça c'est notre équipe scientifique. C'est une équipe que je trouve parfaitement équilibrée par rapport à nos expériences respectives en état modifié de conscience, en natalité et en psychologie. Après, j'ai aussi dû constituer une équipe de médiums pour réaliser cette recherche, puisque peut-être faudrait commencer par parler de la recherche. Donc, l'objectif de la recherche, c'était la question, l'hypothèse, c'est est-ce qu'il existe une conscience de nous-mêmes qui préexiste avant notre naissance. Alors, sur le livre, on a écrit s'il était possible de communiquer avec l'âme des bébés. Qu'aurait-il à nous dire? Pour réaliser une recherche sur ce sujet-là, c'est pas simple, hein, parce que déjà c'est la première au monde, donc il n'y avait pas de référence. Habituellement en recherche, on continue sur des lignées de sujets de recherche, puis on s'inspire de ce qu'ont fait les autres pour continuer. Là, il n'y avait rien au niveau des recherches. Bien sûr, il y a des livres d'auteurs comme ceux que j'ai cités, mais recherche scientifique, ça c'est complètement nouveau. Et sans référence, il a fallu tout imaginer, mais vraiment de A à Z, hein, de comment procéder, comment analyser, comment interpréter. Et l'évidence est vite arrivée qu'il fallait travailler avec des intermédiaires entre les femmes enceintes, les bébés qu'elles portent, et puis la conscience, ou l'âme, on appelle comme on veut. Pour l'article scientifique, pour la recherche, j'ai appelé conscience parce que le mot âme est trop connoté. Maintenant, pour le grand public, je préfère parler d'âme des bébés. Et donc, nous avons été amenés à constituer une équipe de médiums. J'en voulais 3 pour démarrer, ça me semblait suffisant, mais ça fait partie des choses que pour lesquelles j'ai dû un peu lâcher prise. En recherche, souvent on lâche pas prise, on est très contrôlant. Donc j'ai eu un travail sur moi aussi par rapport à cette recherche-là, puisque certaines choses m'ont un petit peu échappé, dont ça, puisque les chercheurs que j'avais, l'équipe de médiums que j'avais créée au début, en fait 2 sur 3 ont quitté le processus de recherche quand ils ont su que je n'avais pas trouvé de financement pour travailler. Donc on devait soit continuer bénévolement, soit arrêter. Les 2 n'ont pas pu continuer bénévolement, ce que je comprends tout à fait, mais m'ont donné d'autres noms, et puis ça a fait un petit peu boule de neige, de nom en nom en nom. Les chercheurs, les médiums ont fini par venir aussi vers moi spontanément. Bref, je me suis retrouvée avec 10 médiums, et ça c'était beaucoup parce que chacun a tenté 2 communications avec l'âme des bébés durant la grossesse, au 2e trimestre et au 3e trimestre. Donc, ce qui était disponible, c'est pour ça que c'était pas à chaque fois 10 qui faisaient la tentative, mais c'était en moyenne 5. Et
et ça faisait beaucoup de rapports parce qu'ils m'envoyaient à chaque fois un rapport, soit écrit, soit audio. Donc nous avons dû analyser pas moins de 137 rapports de communication avec les bébés. Et puis, bien sûr, nous avons travaillé avec 11 familles, sans qui rien n'aurait pu être possible. Donc, je les remercie vivement. 11 couples qui attendaient un enfant, pas forcément le premier, et leur bébé. Nous avons eu 4 énergies féminines, que dans le livre j'appelle Jeanne, Romy, Lucie, Samantha, et 7 énergies masculines que j'ai appelées Marc, Elliot, Noan, Ezra, Archibald, Mathis et Barnabé. C'est ça. Et tu as changé les noms, si j'ai bien compris, Bien pour sûr, garder l'anonymat. bien Ouais. sûr, bien D'accord. sûr. Ok. J'ai fait en sorte que dans le livre, on ne puisse pas reconnaître les parents participants. Les parents participants peuvent se reconnaître dans le livre, évidemment, mais personne d'autre. Et c'est aussi pour ça que dans la deuxième partie du livre, où j'aborde les éléments qu'on n'a pas pu vérifier, j'ai enlevé les prénoms des âmes des bébés pour que cette fois-ci, les parents ne puissent pas relier les choses dont on ne peut pas vérifier l'exactitude à leur enfant pour les protéger. Ouais, pour pas que l'inconscient joue un rôle dedans, quoi. Voilà, c'est très important pour moi. Ce que tu dis là, c'est très important. J'en profite, si tu veux bien, Bah vas-y, au contraire, hein. pour terminer peut-être par la conclusion habituellement, mais c'est important pour moi de dire que cette recherche et ce livre ne promeut absolument pas un nouvel accompagnement de la grossesse qui serait d'aller consulter des médiums durant les grossesses pour en apprendre sur son bébé avant qu'il naisse ou pour servir d'intermédiaire dans une communication de messages. Surtout pas. Ce serait dramatique pour moi de faire ça. Nous, on l'a fait dans un but expérimental pour poser des questions sur la conscience, sur l'existence de la conscience, la continuité de conscience, avant la vie, durant la vie, après la mort, sur un regard à poser sur les nouveau-nés peut-être plus grands que ce qu'on pose habituellement, mais surtout pas d'aller chercher des réponses à travers des intermédiaires, car cela pourrait entraver ce qui doit se vivre dans la rencontre spontanée de l'enfant et de ses parents à la naissance et dans toute la vie de l'éducation. Et prendre des informations venant de l'extérieur sur un sujet comme celui-ci, c'est beaucoup trop risqué parce qu'une partie peut être complètement à côté, complètement fausse. On l'a vu dans notre recherche, même si on a 69% de choses qu'on a pu vérifier justes. Ça veut donc dire qu'il y a quand même 31 qui sont fausses. Donc attention, parce qu'une fois qu'on nous dit des choses, votre enfant sera comme ci, comme ça, il vient travailler ceci, il vient travailler cela, ça reste dans l'esprit et ça va créer, ça Ouais. va interagir avec la relation qu'on a avec l'enfant et on va projeter sur lui quelque chose qui est peut-être pas ce qu'il est destiné à vivre et ce serait pas bon. Donc je profite de le dire tout de suite avant qu'on Oui, bien oublie parce que sûr. des fois ça va vite l'interview, on termine et puis j'ai pas pu dire ça. Voilà. D'accord. Alors là, ce qu'on comprend, c'est que donc, du coup, tu as monté une équipe solide pour avoir de bonnes bases, de Ouais. façon à avoir des recherches de façon optimale. Oui. Donc là-dessus, on a bien compris. Et justement, moi, je voulais revenir au financement. Tu as réussi à trouver un financement participatif? Aucun. Je Aucun? n'ai pas cherché, je n'ai pas fait de plateforme de recherche de financement participatif. Parce que ça m'aurait demandé beaucoup d'énergie et j'ai mis énormément d'énergie à chercher de l'argent. Hein. J'ai fait des dossiers dans les financements de recherche habituels, mais mon sujet était beaucoup trop en dehors des clous académiques. Ça a été refusé partout. Et là, j'arrive à un moment où le capital énergie, je devais décider, je le garde pour faire cette recherche ou je continue à l'investir juste pour chercher de l'argent. Et j'ai fait le choix de continuer sans financement, donc en dehors de mon activité professionnelle. Voilà, c'est un choix. Et donc toutes les D'accord. personnes, les chercheurs, hein, que ce soit les 3 chercheurs avec moi ou les 10 médiums et les parents, tout le monde a participé bénévolement pour cette recherche. Je tiens à le dire et à les remercier vivement. Très bien. Avant de partir sur la rencontre avec les bébés, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est l'aptonomie, s'il te plaît? L'aptonomie. Ouais. Ah, l'aptonomie, c'est une méthode de préparation à la naissance qui a été
qui est maintenant connu, je pense, depuis les années 60, qui consiste à impliquer les deux parents, c'est-à-dire que la présence du papa est indispensable, puisque les deux parents apprennent à communiquer avec leur bébé en posant les mains sur l'utérus et puis en se mettant à l'écoute de ce qui se passe déjà sous les mains et en éventuellement posant des questions ou l'invitant à venir d'un côté, de l'autre, pour se familiariser avec le fait que ce petit être-là, il a déjà des compétences in utero et que même si on ne sait pas par quel canal ça passe, il peut comprendre les messages et puis y répondre. On sait qu'avant bien longtemps, le cerveau du bébé est loin d'être terminé, mais il semble que ça passe par d'autres canaux. Sinon, les femmes Mm. enceintes et les papas qui attendent un enfant ne se permettraient pas de parler à leur bébé, alors que tout futur parent le fait, se connecte en pensée, lui dit des mots d'amour, ce qu'il veut en fait. Donc, c'est comme s'il y avait une connaissance spontanée du fait qu'on peut communiquer avec ce bébé, Mm. alors que même que biologiquement, les canaux de communication n'existent pas, puisque l'audition, elle commence à être euh, euh, suffisamment développée pour entendre les sons extérieurs à peu près vers le 7e mois de grossesse. Bien sûr que le langage, vous savez tous qu'il faut plusieurs mois, voire années pour qu'il soit effectif, donc ça passe ailleurs et les parents spontanément le savent. Mm. Bah, moi, j'ai la chance d'être papa 2 fois, un garçon et une fille, très rapprochés en plus, 14 mois d'écart, tu vois. Donc, un peu rock'n'roll au début, mais bon, maintenant c'est bon, on sort la tête de l'eau. Et je me souviens effectivement, à peine je posais la main sur le ventre de ma chérie, ça réagissait tout de suite, on reconnaissait. Avec moi, pas forcément avec tout le monde, justement. Donc, est-ce que tu penses qu'il reconnaîtrait la présence du papa plutôt que Oui, quelqu'un d'autre? oui, oui. J'ai j'ai pas de preuves scientifiques pour avancer ça. C'est une Mhm. réponse un peu spontanée, mais d'après d'après les résultats de notre recherche et puis d'autres ouvrages, il semblerait quand même que les âmes choisissent leurs parents. C'est fort possible. Ouais. Mhm. Donc déjà par rapport à ça, il y a eu un choix, donc une disposition particulière à la connexion avec la maman et le papa en priorité par rapport à d'autres personnes. C'est pour moi, D'accord. voilà, c'est un peu une évidence. Bah, Et ça a souvent été décrit. Ton témoignage, il est intéressant, mais je l'ai déjà entendu par des mamans qui disent oh, tout le monde veut sentir le bébé, tout le monde met la main sur le ventre, il bouge pas, il suffit que le papa mette la main et pouf, c'est la fête à l'intérieur. Des fois même plus que elle. Des fois, j'ai eu un témoignage d'une maman qui me disait je suis frustrée, j'ai l'impression que bébé a plus de connexion avec le papa parce que moi, quand je lui parle, je mets ma main, il bouge pas. Et puis le papa parle, il met sa main et il vient. et Donc, c'est parti. c'est parti. C'est parti. Alors, premier entretien avec le premier bébé, donc que tu as prénommé pardon, Marc dans le livre. On rappelle que tu as changé les prénoms pour l'anonymat. Oui. Mais toujours est-il qu'il est apparu en rêve à sa maman. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, c'est pas le seul, Marc, hein. Il y a Mm. plusieurs bébés qui sont apparus en rêve à leur maman ou même plus souvent à leur papa, je dirais. Et c'est touchant, ça fait partie des canaux de communication des âmes des bébés avec leurs parents. Ça peut passer par le rêve. Cette maman, elle l'avait vu, c'était pas un nouveau-né, il était déjà un petit garçon. Et ça lui avait donné une certitude qu'elle attendait un garçon, alors que le terme de grossesse où elle avait eu ce rêve, elle ne savait pas encore d'un point de vue échographique. Et puis dans sa famille, il y avait toujours des filles, il y avait une lignée de filles. Et quand c'était le premier enfant, tout le monde avait une fille en premier. Et puis elle a eu depuis ce rêve la certitude que, bah non, c'est un petit garçon parce que je l'ai vu en fait. Donc ça, c'est touchant. C'est très fort, effectivement. Ça prouve encore un lien Oui, oui, encore au-dessus, quoi, qui dit oui, 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 je te oui. confirme que je suis bien un garçon et je viens te le dire dans tes rêves. C'est très fort. Et les papas aussi,
Les papas, plusieurs, je pense au papa de Noan qui avait une connexion avec son petit garçon très importante par le rêve, hein, qui le voyait, qui a fait plein de rêves avec lui durant la grossesse, qui avait des messages, des images. C'est c'est une réalité. En tous les cas de l'expérience vécue par les parents qui ont témoigné ici. Formidable. Ensuite, avec le bébé 2 que tu as nommé Jeanne, alors, je vais pas tous les faire parce qu'on Oui, j'étais n'aurait en pas train trop de de me temps. dire, si tu fais les 11, il va être Non, long ton non, non. interview, ça ne me dérange pas, hein, parce que chacun a une Non, non. personnalité, avec chacun il y a eu des anecdotes. Chaque histoire est très riche, comme tu as pu le lire dans le livre, où Ah là, oui, tout oui. est décrit, tout est raconté. Mais vas-y, Ah je bah t'écoute. moi je me suis fait douleur et tout ce que tu veux pour pas dire non, je vais pas mettre. J'ai dû C'est dur, hein. retirer une dizaine de questions à peu près sur tout ce que j'avais prévu. Je fais ah non, sinon ça va durer. Mais on aurait pu faire un épisode 2 voire 3 sans problème quoi. On pourrait faire un Ça- épisode par bébé participant. Ah Parce que oui, bah, chacun, je pense que c'est chacun faisable. apporte plein de questionnements, plein de sujets, ça c'est C'est sûr. c'est frappant. Donc je disais donc, avec BB2 que tu as nommé Jeanne, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tu dis avoir eu besoin d'envoyer un message à la maman car tu avais un mauvais pressentiment. Et effectivement, la maman était bien à l'hôpital. Comment t'expliques ça? Oui, ça fait partie des surprises de la recherche et du contrôle que j'ai dû lâcher parce que, en tant que chercheur, d'habitude, enfin, si on se pose dans un certain positionnement, en tous les cas, on se dit qu'on va être extérieur, qu'on va garder une distance, que nous, on récolte les données, on va les analyser, mais on n'est pas dedans, quoi. On prend l'expérience des gens et puis on se mélange pas avec ça. Et, et moi, ben, j'ai été happée, pas qu'avec pas qu'avec Jeanne, mais avec Jeanne, c'était fort parce que tout à coup, c'est vrai, dans mon esprit, je me suis mise à penser à sa maman et j'avais un autre rendez-vous avec elle. Il n'y avait aucune raison que je lui fasse un message par téléphone pour lui demander de ses nouvelles parce que voilà, il n'y avait aucune raison, on avait un rendez-vous prévu. Mais cette idée ne me lâchait pas et j'ai fini par prendre un petit peu une petite excuse de faire un petit message, bonjour, est-ce que tout va bien, est-ce que c'est toujours OK pour le prochain rendez-vous et elle m'a répondu de suite, ah tu tombes bien, je suis à l'hôpital, il s'est passé ci, il s'est passé ça et bah voilà, ça reste un peu mystérieux pour moi. Est-ce que c'est Jeanne qui est venue vers moi pour me signaler que quelque chose se passait pour sa gestation et qui avait un petit peu un danger ou est-ce que c'est sa maman qui elle-même est euh, très connectée, très ouverte, avec des capacités un peu médiumniques elle-même? Est-ce qu'elle a pensé à moi et puis que ça a pensé à elle qui m'a touchée avec mon ouverture à moi? Je ne sais pas, mais ça s'est passé comme ça. Mais plusieurs fois avec Jeanne, parce qu'il y avait aussi le prénom, l'histoire du prénom, enfin du sexe, non, de son identité. Est-ce que c'était une petite fille ou un petit garçon? Moi déjà, quand j'ai ouvert la porte à l'arrivée d'un deuxième test, un deuxième bébé, j'ai tout de suite vu, comme si là, dans mon appartement ici, comme une petite fille, comme ça, dans les hauteurs, ça a été bref, mais j'ai eu une image furtive d'une petite fille et je me suis dit, tiens, on dirait que ce deuxième bébé qui se présente pour la recherche, ce sera une petite fille. J'en savais évidemment rien de plus que ça. Et quand la maman de Jeanne est arrivée, elle ne savait pas ce qu'elle attendait comme un genre. La grossesse se passait, puis moi je ne demande pas parce que j'attends l'accouchement pour que les parents me disent, ça m'est égal en fait un petit peu. Sauf que un soir, j'avais une amie qui venait manger chez moi, puis avec qui je parlais un peu de ce que je faisais, ma recherche, et je lui parle de ça. Je lui dis actuellement, il y a notre test numéro 2 qui est en cours. J'ai l'intuition que c'est une petite fille. Je lui raconte ce que j'ai vu, comme je viens de l'expliquer, mais je ne sais pas. Et puis voilà, on parle d'autre chose, puis mon amie s'en va, et quand elle est partie, je regarde mon téléphone, je vois que j'ai un message de sa maman qui n'avait aucune raison de me contacter non plus, puisqu'on avait ces fameux rendez-vous programmés, et puis qui m'a écrit, ah, au fait, j'ai oublié de te dire, ça fait 2 jours que j'y pense, et j'ai oublié de te dire, je te l'écris maintenant, c'est une petite fille, point d'exclamation. Et je me suis dit, oh, j'ai la réponse. C'est comme si
Alors là encore, est-ce que c'est Jeanne qui se baladait, puis comme je parlais d'elle, elle a entendu mon questionnement, puis elle a trouvé un moyen de faire en sorte que l'information m'arrive comme pour un clin d'œil, de me dire, tu vois, j'entends tout, je peux, je peux entendre les questions qu'on pose sur moi et je peux trouver un moyen d'y répondre. Ou est-ce que c'est une fois encore sa maman, je ne sais pas, mais ce sont des choses qui se passaient, qui étaient, Ouais. qui n'étaient pas prévues, qui étaient des surprises pour moi dans ce processus. Et joyeux, hein, c'était à chaque fois du ah waouh, pas forcément avec la compréhension de ce qui se passait, mais du waouh, je dirais souvent. C'est ça, ouais, comme si j'ai pas besoin spécialement d'un médium pour entrer en contact, je le fais de moi-même, quoi. Oui, tous les parents ont cette possibilité-là, pour peu qu'on laisse tomber un petit peu quelques barrières limitantes de scepticisme pas forcément documenté ou de peur un peu infondée, mais si les parents pouvaient être plus décontractés avec ça et juste se laisser euh, s'ouvrir à voir les petits signes, les synchronicités, il y en a certainement beaucoup durant chaque grossesse. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, il y a une phrase déroutante. Alors, je cite, deux créatures participent à cette recherche scientifique en communiquant avec moi maintenant. Et après la vérification du planning, il y avait effectivement deux médiums qui ont communiqué avec Lucille. Lucie, Oui, pardon. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? oui, je veux bien en parler. C'est très important aussi ce que tu as relevé là, parce que ça soulève en même temps un biais possible très important pour cette recherche, et je profite d'en parler puisque c'est important d'être transparent dans ce processus scientifique. Il y a un biais qui reste, qu'on ne peut pas éliminer, c'est est-ce que les médiums étaient euh, réellement connectés à l'âme du bébé, ou est-ce que malgré eux, parce que je sais que c'était des personnes tout à fait engagées pour jouer le jeu et demander la connexion avec l'âme du bébé, ils n'avaient aucune information, ou du moins aucune, très peu, juste quelques petits trucs que certains ont demandé pour les aider à démarrer leur tentative de communication, mais qui ne leur donnait aucun élément factuel. Et la question est quand même, est-ce que toutes ces informations qu'on a pu vérifier comme juste, ils l'ont prise par les âmes fétales qui leur donnaient les messages, ou est-ce que malgré eux, ça a été pris dans peut-être la noosphère, hein, c'est cet espace qui est décrit où toutes les informations de tout et tout le monde sont, ou dans l'espace mental des parents, par télépathie, ou même dans le mien qui faisait les interviews avec les parents, donc qui connaissaient certaines choses. Ça reste un questionnement. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais on a eu la chance d'avoir quelques informations qui étaient inconnues de personne. C'est-à-dire ni de moi, ni des parents, ni des autres médiums, enfin de personnes. Et ça c'est réconfortant, parce que ça nous donne quand même un petit indice que oui, oui, c'était vraiment ces âmes-là qui donnaient les informations. Bon, on s'en rend compte un peu avec chaque histoire, parce qu'on voit bien qu'il y a une personnalité qui se dégage même des enfants, quoi. Mais pour revenir à cet exemple que tu donnes, on avait ce message que deux créatures communiquent en même temps que moi, et c'est drôle. Puis sur le moment, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut dire par là. Puis de créature, en plus, c'est un mot étrange, quoi, créature. Et on a eu l'idée, c'était l'intérêt d'être à trois, c'est qu'on cherchait ensemble, c'est un petit peu comme des fois une enquête. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Et on a vérifié les rapports de médium pour c'était Lucie. Et on s'est aperçu que deux médiums avaient communiqué avec elle le même jour. Et on s'est dit, ah waouh, ça, personne ne pouvait le savoir. Et sans doute qu'elle parle, elle les appelle créatures, Oui, oui, c'est pour ça. sans doute Quand- de ces deux médiums qui, puisqu'elle dit deux créatures communiquent avec moi en même temps, ça devait être eux. Et on a eu d'autres choses comme ça qui étaient inconnues de personne. Je pense à Barnabé. Barnabé, à 7 mois de grossesse, on leur demande, quand on posait, il y avait des questions sur l'accouchement, quand elle comment ça allait se passer, des choses comme ça, ou à quel terme étaient les âmes quand on les interviewait. Puis lui nous avait dit, attends, je prends une note, parce qu'évidemment, je ne les connais pas toutes par cœur.
Vas-y, Barnabé, vas-y. il avait dit: je suis aux 2 tiers de ma gestation, je pointerai le bout de mon nez probablement dans quelques semaines, mais ce sera l'année prochaine, ça ne sera pas pour cette année. Et les parents de Barnabé pensaient vraiment que l'accouchement arriverait avant la fin, avant le 31 décembre, pour plein de raisons, qui étaient, je trouve, justifiées. Et moi-même, je doutais que Barnabé passe le 31. Eh bien, il est arrivé quelques jours après, et ça, personne ne pouvait le savoir. Et il y a aussi Elliot. Elliot, c'était dans un tout autre ordre. Il nous a dit il nous a parlé de son corps, parce qu'il y avait aussi des questions sur qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux-mondes. Ça, c'était les questions dont on ne pouvait pas vérifier les réponses, mais dont on les a quand même posées pour avoir une sorte d'enseignement, des informations. Et puis, Elliot, il nous a dit qu'il aimait son corps, mais qu'il arriverait avec des marques pour se souvenir en lien avec des vies passées. Ouf, ça c'est un peu spécial comme indication. Alors, il n'était pas question de transmettre des choses comme ça aux parents parce que ça pourrait vraiment être anxiogène. Donc, Hmm. on l'a gardé en se disant, on ne sait pas quoi faire de cette information-là. Et quand j'ai appelé la maman après l'accouchement, comme j'ai fait pour chacune de ces familles-là, bien sûr, pour savoir comment s'était déroulée la naissance et aussi pour savoir voir bébé, elle m'a dit tout va bien. J'ai vu qu'elle avait son petit Elliot dans les bras. Et puis elle se met à pleurer. Et je me suis dit, bon, c'est certainement le baby blues. Donc je commence à lui dire ça, t'inquiète pas, c'est pas grave. Si tu veux, on repousse notre rendez-vous. C'est des hormones, quoi. Et puis elle me dit, non, non, c'est pas ça. C'est parce que je suis émue, parce que quand Elliot est né, on a découvert une petite malformation. C'est pas très grave, mais il faudra peut-être faire une opération. Puis ça n'avait pas été vu durant la grossesse. Donc je suis juste un peu bouleversée par rapport à ça, mais tout va bien. Et j'ai pas, sur le moment, je me rappelais pas, mais c'est après, en analysant les données, que je me suis dit, mais ça alors, c'était celui-là qui nous avait dit qu'il arriverait avec une marque sur son corps. Alors, plusieurs auteurs ont écrit sur ce sujet-là. Hein. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur, euh, sur les marques possibles du corps à la naissance, en lien avec des vies passées, pour se souvenir, entre guillemets, c'est un petit peu étrange, hein, je suis d'accord, mais voilà, ça a été décrit. Les livres de Ian Stevenson, c'est les plus connus, hein, c'est un Américain. Il a écrit Les enfants se souviennent de leur vie antérieure. Il y a aussi Jim Tucker, Une vie avant la vie. Patrick Drouot, ici en France, avec les vies antérieures aux vies futures. Myriam Gablier sur la réincarnation. Et bien avant, Stanislas Grof sur. Voilà. J'aimerais revenir sur Elliot, justement, c'était ma question d'après. Il nous parle de connexion avec les chevaux. Oui. C'était lequel celui-ci? Tu as le prénom, toi? C'est Elliot. C'est toujours Elliot, ce Ouais, petit c'est toujours copain. Elliot. Oui, 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 parce que dans les questions, on leur demandait si on voulait pouvoir vérifier les choses. Hein. Je ne l'ai pas peut-être pas expliqué, mais l'objectif, c'était quand même une recherche scientifique avec donc des vérifications de données. Ça fonctionne comme ça dans la recherche. Donc, on avait établi une liste des questions dont on pourrait vérifier les réponses. Donc, peux-tu nous parler de tes parents? Peux-tu nous les décrire physiquement? Quel est leur caractère? Peux-tu nous dire si tu connais ton prénom, qui l'a choisi? Peux-tu nous dire où tu vas t'incarner géographiquement, décrire l'environnement où tu arrives? On a eu des descriptions très précises pour toutes ces choses-là. Et est-ce qu'il y a des animaux est-ce qu'il y a des animaux dans la maison où tu arrives, des animaux domestiques? Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis on a eu, voilà, on nous a parlé de chats, et Elliot, les chevaux, c'est vrai, je me rappelle, euh, il nous avait parlé d'une connexion avec les chevaux, et puis quand j'avais eu sa maman pour le deuxième entretien, lors des entretiens suivants, il y avait souvent des éléments qui nous avaient été apportés dans les rapports de médium qui méritaient vérification, que je ne pouvais pas vérifier juste si c'est la description des parents, je pouvais à la limite le voir à l'écran, mais certaines choses, j'avais besoin que les parents me confirment quand ils m'en avaient pas parlé spontanément. Donc là, typiquement, j'ai demandé à sa maman s'il y avait des chevaux autour de nous deux, quoi. Et elle m'a dit, bah oui, oui, oui.
on, on est en train de, ils allaient déménager, je crois, mais dans l'endroit où ils allaient habiter, il y avait un haras, des chevaux, et puis elle adorait ça. Puis elle me disait que en passant devant, elle se disait à chaque fois qu'elle allait mettre son enfant à faire de l'équitation plus tard, et qu'il y avait une fois des chevaux qui s'étaient approchés du ventre, tout ça. Donc voilà. Ah, les chevaux ont une connexion toute particulière avec les êtres humains, c'est parfois impressionnant. D'ailleurs, il y a l'équithérapie pour soigner Oui, les c'est gens vrai, qui ont fait un c'est vrai, c'est burn-out ou vrai. autre chose. Beaucoup d'animaux, hein. Je ressens que dans les décennies à venir, j'espère pas trop de décennies, le plus vite possible, la coopération avec le monde animal va se développer parce que on découvre des choses sans arrêt sur la coopération possible pour prendre soin des humains par les animaux. Bien sûr, les chats, ça a déjà été décrit, hein, leur Mm. magnétisme a été décrit pour des guérisons, pour un apaisement, pour du bien-être. Les chevaux, pour les personnes avec des troubles du spectre autistique, pour des peurs aussi, des traumatismes, pour plein d'indications, mais aussi le monde aquatique, les dauphins, les baleines pour la naissance. Voilà. Oui, et puis ça commence à sortir et je pense que ça va aller de plus en plus vite de toute façon, ce Oui, genre de recherche. Je me ouais, fais pas trop de j'espère. soucis là-dessus. Bah, enfin, le souci, s'il y a quand même du souci à se faire, c'est pour les financements de ces recherches. Parce que Oui, après des oui. idées, des envies, on est quand même de plus en plus de chercheurs maintenant qui s'inscrivent dans un paradigme qu'on appelle post-matérialisme, c'est-à-dire qui intègre l'idée de la conscience et de l'existence de la conscience, en opposition à la majorité des chercheurs actuels qui sont encore dans un paradigme matérialiste ou qui refusent en fait l'existence du monde invisible et de la conscience en dehors du cerveau et tout ça. Mais même si on est de plus en plus nombreux, on est quand même une minorité et les sources de financement des recherches sont vraiment construites pour donner l'argent aux chercheurs qui sont dans le paradigme matérialiste et pas pour nous. Donc faire des recherches, moi j'ai plusieurs amis chercheurs qui font de la recherche, je pense à Evelyne Elsasser qui fait de la recherche sur la communication avec les défunts. Euh, on travaille bénévolement en fait. On est à chaque fois obligé de faire ça en dehors de notre vie professionnelle, ce qui est un paradoxe parce qu'on utilise nos compétences de chercheur pour faire ça, mais on n'a pas le financement pour le faire et sans financement pour le faire, ben, ça se fait pas. Et les recherches avec la coopération animale seraient vraiment très importantes à être menées, mais sans financement c'est quand même compliqué. Ça demande C'est un don de notre personne qui n'est pas très facile quand même. c'est ça, je comprends bien. Il y a Samantha, du moins le nom que tu lui as donné à cet enfant, qui nous dit, je cite, ce n'est pas la première fois que je viens sur Terre, et puis avec cette famille, il y a beaucoup de choses que je connais déjà. Dans ma dernière vie, j'ai été à un accident de parcours. Alors, il y a l'hypothèse de la réincarnation qui est avancée. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur le moment, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est vrai que parmi nos 11 tests, on a eu deux âmes fétales qui nous ont annoncé revenir dans une même famille et qui nous ont donné des éléments de compréhension sur leur vie précédente dans cette même famille qu'on a pu vérifier. Ça, c'était quelque chose d'inattendu. On ne cherchait pas ça à travers cette recherche, mais ça s'est imposé. Alors, pour parler de l'histoire de Samantha, c'est vrai que lors du premier rendez-vous avec sa maman, elle m'avait spontanément expliqué qu'elle avait perdu une première petite fille pour sa première grossesse. Et c'était une malformation qui avait été diagnostiquée en cours de grossesse, une malformation grave qui avait nécessité cette interruption. Donc un drame évidemment pour elle et le papa. Et que suite à cette grossesse perdue, elle a eu un deuxième enfant. Tout s'est bien passé, elle n'a pas eu de pensée particulière. Et elle a eu aussi un troisième enfant, et là aussi tout s'est passé normalement, pas de pensée particulière en lien avec la première petite fille disparue. Et là, nous étions lors de la quatrième grossesse, qui était une grossesse surprise, complètement surprise pour les parents. Et immédiatement, les deux ont ressenti que c'était la première petite fille qui revenait, sans pouvoir l'expliquer, mais quelque chose intérieurement, une sorte de conviction interne qu'ils n'avaient pas eu pour le deuxième ou troisième. Ça, c'est intéressant parce que moi, en tant que sage-femme, quand elle me parlait, je pensais à la théorie, à ce qu'on connaît sur le deuil périnatal.
Et on sait que quand des parents perdent un enfant, la grossesse qui suit, souvent on leur demande d'attendre un petit peu pour pas qu'ils aient l'impression de prolonger la grossesse perdue avec la grossesse suivante pour que l'enfant suivant qui arrive soit vraiment désiré pour lui-même et pas comme juste une continuité de celui parti ou la réparation de celui parti. Donc je sais que ça peut arriver que ce soit une pensée des parents. Bon là déjà ça s'est pas produit pour le deuxième, troisième et on est au quatrième, donc il y a une vraie distance avec cette première grossesse interrompue. Mais les médiums n'avaient pas encore fait de communication et ils n'étaient au courant de rien de ce qui était arrivé dans la vie de cette famille-là. Et nous avons reçu dans les rapports de communication avec celle que nous appelons Samantha des sortes de confirmations où, bah oui, elle a expliqué ça, que ce que tu as cité juste avant, que c'est pas la première fois qu'elle vient dans cette famille-là et que la dernière fois, elle a été un accident de parcours. Alors, c'est de l'interprétation peut-être, mais on peut se dire qu'une interruption médicale de grossesse, ça a été l'incident de parcours dont elle parle. On l'a interprété comme ça, peut-être d'autres diraient on n'en sait rien, c'est vrai qu'on n'en sait rien, mais nous on l'a ressenti comme ça. Après, enfin, disons que ce qui était troublant, c'est qu'un message comme celui-ci, on l'a eu pour Samantha et aussi pour Noan. Et on n'a pas eu de message de cet ordre-là pour les autres enfants, participants, qui nous auraient dit je reviens dans cette famille et puis je suis partie pour ceci, pour cela. On n'a pas eu pour les autres. Et pile, pour les deux concernés, on a eu des informations en ce sens. Donc ça, c'est troublant. Et Noan, si tu veux, on peut en parler un tout petit peu, Noan, parce que Noan, lui, par contre, c'est une grossesse qui suit la perte précédente. La maman avait perdu un enfant à l'accouchement, donc dramatique. Pas à l'accouchement, il était né vivant, mais il est décédé quelques heures après. Donc, évidemment, on a aussi une situation dramatique. Et durant la grossesse, elle s'était en plus séparée du papa. Donc, c'était doublement, tout était très très difficile. Et puis Noan, il nous dit qu'il revient auprès de cette maman, qu'il a choisi l'énergie de cette maman-là pour retrouver cette maman et pour apaiser les choses dans le cadre de la maternité et de ce qui va se dérouler autour de ma naissance. Puis il explique aussi que quand il était venu la première fois, tout n'était pas en place pour qu'il arrive aussi bien de son côté que pour la maman. Et la maman nous disait qu'elle a senti quand elle a rencontré son nouveau partenaire que c'était le bon. Elle n'avait pas forcément ressenti ça pour le premier papa qui était parti en cours de grossesse. Et que là, c'était vraiment différent. Et, et voilà. Donc, on a lisé tous les témoignages. Moi, j'en ai que deux à vous présenter, c'est Noan et Samantha. Alors, bien sûr, les sceptiques diront que ce pas des preuves en soi de réincarnation irréfutables, on est d'accord, mais ce sont des faisceaux de concordance qui amènent le questionnement. Et si vous lisez les livres de Ian Stevenson, Tim Tucker, Myriam Gablier, Patrick Draw, vous aurez des dizaines et des dizaines de témoignages tout aussi intéressants. Après, moi, j'ai dans l'idée, avec toutes les lectures que j'ai pu, tous les livres que j'ai pu lire, les enfants viennent des fois en grossesse, mais ils vont pas jusqu'au bout volontairement parce que c'est une épreuve que les parents ont choisi de vivre et ils peuvent revenir, bah, comme c'est le cas de Samantha ou Noam, si je me trompe pas de prénom, ou Noan, qui disent, OK, voilà, vous avez vécu votre épreuve, maintenant je peux revenir et vous allez profiter encore plus, quoi. Peut-être ça, je ne peux pas le dire d'un point de vue de la recherche que je présente aujourd'hui en tous les cas, mais ce que tu dis là, je l'ai déjà lu, peut-être. Ouais, d'accord. Une fois les entretiens terminés, tu nous parles de l'expérience en elle-même, mais surtout de la méthodologie de celle-ci, qui est très importante. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? La méthodologie, bon, j'ai déjà quand même parlé de la méthodologie de la constitution de l'équipe des chercheurs et puis des médiums. Après, alors la méthodologie, donc nous avons imaginé travailler avec ces intermédiaires
Et on a établi une liste de questions, d'éléments vérifiables. J'en ai déjà parlé, hein, l'expression des parents, l'environnement, les animaux, le prénom, les choses comme ça. Et, c'est notre chercheuse américaine Elane Vabe qui a suggéré d'ajouter toute une série de questions dont on ne pourrait pas vérifier les réponses. C'est-à-dire, par exemple, as-tu choisi tes parents? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens ça sur Terre? Est-ce que tu as réellement choisi de venir? Qu'est-ce que tu peux nous dire dans cet entre-deux? Voilà, des questions comme ça où, bien sûr, les réponses, on ne peut pas vérifier qu'elles sont exactes, mais c'est de la science quand même, parce qu'en recherche, il y a deux approches. Hein. Il y a les méthodes pures et dures de récolte des données et vérification. C'est ce qu'on a fait avec les éléments vérifiables. C'est là où j'explique qu'on a 69% de vérification qui correcte, hein, et donc 31% de choses fausses. Dans les choses fausses, je te donne un exemple. Il y en a un qui nous a dit mes parents adorent le camping. Bon, quand je les vois après, je leur demande le camping, vous aimez? Et puis il me dit ah, on déteste ça. Bon, ça, bon, voilà, ok. Non, c'était faux cette histoire-là. Par contre, ils adoraient la nature, ils adoraient se promener en nature. Bon, ça, c'est la difficulté euh, d'un processus de recherche sur voilà, ce monde invisible, c'est l'interprétation des choses, autant pour nous chercheurs, mais aussi pour les médiums, parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup discuté avec eux pour comprendre comment fonctionnait la médiumnité, parce que je n'étais pas forcément en connaissance de ce monde-là, de ce milieu-là. Et j'ai même fait un stage durant cette recherche de développement de la médiumnité pour comprendre aussi par mon expérience comment ça peut fonctionner. Mais ils m'ont expliqué tout ce qu'ils reçoivent, pas forcément des messages dans l'oreille texto où ils nous les transmettent comme ça. Ils reçoivent beaucoup eux-mêmes des images ou des impressions, puis il faut les traduire. Donc peut-être que quand cette médium a dit que les parents aimaient le camping, en fait, le message que l'âme essayait de leur envoyer, c'est ils aiment la nature, parce que le camping se fait souvent dans la nature, mais bon, elle a écrit camping, puis les parents m'ont dit non, on n'aime pas le camping, on adore la nature. Tu vois, la complexité Ouais. de l'interprétation des doubles côtés, c'est ça qui rend très fragile les résultats de cette recherche et l'interprétation, mais à ce jour, on n'a pas de moyen de faire autrement, donc il faut faire avec. Alors voilà, ça c'était la méthodologie. Après, ce qui était important, c'était que les parents ne rencontraient jamais les médiums pour la protection dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et d'un point de vue méthodologique, déjà, c'était important, puisque pour ça, je me suis inspirée des recherches de Julie Béchel aux États-Unis. Autant il n'y a pas de recherche précédente sur la communication avec l'âme des bébés, autant il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par Julie Béchel et plusieurs personnes qui travaillent avec elle aux États-Unis sur la médiumnité, comment ça fonctionne et comment utiliser les médiums dans les recherches. Donc j'ai lu avec attention ces articles et elle donne des recommandations. Et on a essayé de suivre au mieux les recommandations qu'elle donne, et entre autres qu'il y ait vraiment le moins d'informations possible qui soient données aux médiums pour qu'ils puissent vraiment aller chercher les informations par des canaux subtils. Et donc les médiums ne rencontraient jamais les parents ne connaissaient pas le nom des médiums, donc ils ne pouvaient pas aller les solliciter dans un deuxième temps par derrière. Et, et ça les protégeait aussi de recevoir eux des informations qui auraient pu être déstabilisantes ou entraver la rencontre avec l'enfant dont j'ai parlé au début de cet entretien avec toi. Et pour nous, c'était plus pur aussi d'un point de vue scientifique, méthodologique, de procéder comme ça. Alors voilà, quand une famille se présentait, moi je commençais par faire un premier interview et je faisais parler les parents. Au début, j'avais que des mamans, j'avais imaginé plus interviewer les mamans que les papas, mais ce qui était un résultat de recherche en soi, c'est que les papas se sont imposés petit à petit au fur et à mesure, en arrivant derrière l'écran, en faisant les 100 pas derrière, avec l'envie aussi de... Et puis les papas ont beaucoup de choses à dire, c'est un des résultats de la recherche. Donc je faisais ce premier entretien avec les mamans ou les deux parents. Et puis après cet entretien, moi je les faisais juste parler d'eux en fait, hein, donc écrire leur vie, comment ils ont choisi d'avoir cet enfant, comment se passe la grossesse, comment ils ont choisi le prénom, où est-ce qu'ils habitent, tout ce que je savais qu'on allait essayer de vérifier auprès de l'enfant qui arrive. Et aussi, voilà,
Bon, je vais m'arrêter là pour pas rentrer dans trop de détails qui vont être un peu peut-être pénibles à écouter pour la méthode. Et puis, une fois que j'avais terminé ce premier entretien, je faisais un mail à tous les médiums d'un coup en leur disant, bah voilà, il y a une nouvelle âme qui arrive. Alors, au début, je les appelais les bébé test numéro 1, bébé test numéro 2, sans rien dire de plus que ça. Mais avec la réception des premiers rapports de communication, il y avait un tel décalage entre le ton, c'est-à-dire une forme de sagesse, quoi, dans la façon de dire les choses, des messages très, très puissants, notamment pour les questions dont on ne peut pas vérifier les réponses, qui n'avaient rien à voir avec l'image qu'on pouvait se faire d'un bébé, en fait, et on n'arrivait plus à les appeler les bébés. Donc on a changé pour les appeler les CPI, les consciences en processus d'incarnation. Donc CPI numéro 3, numéro 4 et tout ça. Et quand je leur faisais ce message, ils avaient un mois pour faire leur tentative de communication quand ils voulaient, où ils voulaient, pour être en bonne condition. Ça faisait partie aussi des recommandations de Julie Béchel. Il ne s'agissait pas de les stresser, de les observer en train d'essayer de faire la communication. Non, ils faisaient là où ils voulaient. Mais dans les 4 semaines qui suivaient, ils devaient s'engager à m'envoyer un rapport écrit des réponses aux questions posées. Après, je faisais un deuxième entretien avec les parents pour savoir comment la grossesse évoluait, pour aussi parler un peu de l'accouchement, ce que les parents avaient prévu. Et les médiums étaient invités à faire une deuxième tentative de communication à la suite pour déjà revisiter les questions basiques posées la première fois et cette fois-ci poser aussi les questions non vérifiables. Je faisais un troisième entretien avec les parents après l'accouchement pour ce que j'ai expliqué de voir bébé déjà par envie et savoir comment la naissance s'était passée, vérifier certains éléments qui nous étaient donnés par les âmes fétales en lien avec leur naissance. Et suite à ça, on a fait l'analyse avec Renaud et Magali, donc à 3 francophones, puisque les données étaient en français. On a fait des analyses croisées, c'est-à-dire bien sûr qu'on avait regardé individuellement. Après, on s'est mis par deux pour coder chacune des 1500, il y avait quand même 1500 phrases à coder, dans soit vrai, enfin, je veux dire avec une forte... on a mis de niveau 1, enfin un niveau de confiance assez fort. Je te donne un exemple, c'est ma mère, je l'aperçois avec des cheveux lissés, noirs, des yeux noirs. Bon, si la maman avait les cheveux lissés, noirs et les yeux noirs, voilà, c'était un niveau de confiance fort. Ou des fois le caractère, par exemple, attends, je vais te trouver un exemple. Là. Romy avait dit, maman, elle a toujours au fond d'elle cette peur, cette angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Bon, d'accord. Et il se trouve que ça c'est difficile à objectiver juste avec un entretien, mais dans la fiche descriptive que les parents remplissaient pour décrire leur physique et puis leur caractère et leur hobby, elle avait entouré qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur et qu'elle était exigeante avec elle-même et anxieuse. Donc, des choses comme ça, factuellement, on pouvait les vérifier aussi sur le métier, c'est-à-dire qu'il y a une âme qui nous a dit mon père est guérisseur et il se trouve que ce papa a un magnétisme dans les mains puis il fait des soins avec ses mains. Ou aussi le lieu d'habitation, quoi. Je vais habiter à côté d'un immense lac, bon bah c'était le cas. Ou j'arrive dans un appartement avec des plafonds très hauts et les parents habitaient dans un immeuble type haussmannien. Ou encore, ma maman mangeait épicé. Et puis, quand je demandais à la maman, elle dit oh oui, elle se culpabilisait. Elle me disait il faudrait que j'arrête. Mais j'adore manger épicé. Donc, voilà, ça, c'était des éléments de niveau fort. Et c'était 72%. Si on prend 69% a été validé comme juste par nous trois ensemble. Si on dit que ça, c'est 100%, 72%, c'était d'un niveau de confiance fort comme celui-là. C'est déjà pas Après, il mal, y je avait, trouve. voilà, c'est pas rien. Hein. Après, il y a eu 24% qui étaient, qui nécessitaient des interprétations de notre part. Ça, c'était inévitable. C'est c'est le sujet de recherche qui veut ça. C'est la façon de capter les choses dont on a parlé tout à l'heure qui nécessite des interprétations. Par exemple, on a eu mon prénom est doux. On demandait à chacun peux-tu nous parler de ton prénom? Mon prénom est doux. Bon, alors, c'est Ezra qui nous a dit ça, donc c'est pas le vrai prénom, Ezra.
Mais le vrai prénom, à 3, on s'est dit, est-ce qu'il est doux ce prénom-là? Puis oui, on a décidé qu'il était doux parce qu'il n'y avait pas de R, il n'y avait pas de T, il n'y avait pas de V, il n'y avait pas toutes ces consonnes qui sont un peu dures, quoi. C'était une consonnorité très... Ok, d'accord. Après, il y a Archibald qui nous a dit des petites mains se posent sur ma tête. C'est bizarre de dire des petites mains se posent sur ma tête. Bon, et en explorant un peu, on a découvert quoi? On a découvert que Archibald, c'est le seul bébé qui nous a dit que des mains se posaient sur sa tête, et c'est le seul bébé qui se présentait en siège jusqu'à l'accouchement. Alors on se dit, ah oui, d'accord, c'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils veulent toucher l'utérus d'une femme enceinte, ils mettent les mains sur l'eau, ils vont pas mettre les mains au-dessus de la symphyse pubienne, et pourtant, très, en fin de grossesse, quand l'utérus est le plus gros, ben, la tête du bébé, elle est au-dessus du bassin, elle n'est pas là-haut. Donc, les gens mettent les mains sur les fesses, le dos, les pieds. Et elle, quand elle a dit sur ma tête, ben, c'était juste, en fait, puisqu'elle avait la tête en haut jusqu'au bout. Mais ça demande de l'interprétation, tout ça. Hein. On a aussi un qui nous a dit, mon père, il vient, pour parler de son papa, il vient du soleil et de la mer. Ces parents-là, ils habitaient au Québec quand je les ai interviewés. Et puis quand je me demandais l'origine, enfin le papa, il a écrit sur cette fiche descriptive qu'il était né en Italie et qu'il avait vécu en Italie au bord de la mer. Donc, ah oui, d'accord. Bon, voilà encore un autre exemple. Un dernier, peut-être tu me dis, hein, je ne veux pas faire trop long ton interview. Non, t'inquiète pas, vas-y, j'écoute, moi, au contraire, ça me passionne. Il y a tellement d'exemples. C'est Lucie qui nous a dit, qui avait montré au médium une alliance et un calendrier. La médium nous avait juste dit, elle m'a montré une alliance et un calendrier. Elle, cette âme, hein, parce qu'on ne savait pas que c'était une petite fille. Ok. Et moi, j'ai fait l'interview numéro 2 de la maman. Je ne dis rien par rapport à ça, mais la maman, je voyais qu'elle avait l'air un peu fatiguée, donc je lui demande comment elle va sur le moment, puis elle me dit, ah, ça va, mais je suis un peu, j'ai besoin de me reposer là parce qu'on vient de vivre quand même quelque chose d'intense. Mais je sais pas si je t'en avais parlé. En fait, on s'est mariés. Ah bon? Non, tu m'en avais pas parlé. Mais bon. Donc, ok, c'est d'accord. Pour les prénoms aussi, on n'a pas eu, on n'a pas eu de. Ça semble difficile pour les âmes de transmettre le prénom qui a été choisi pour les parents. Ça, on n'est pas les seuls à avoir cette difficulté-là, parce que j'avais lu le livre de Stéphane Alix qui s'appelle Le Test, où lui aussi, il essayait de faire sortir le prénom de son père disparu, et personne n'arrivait à sortir le prénom. Comme si, de ce point de vue de l'âme, le prénom. Enfin, c'est pas simple de pouvoir transmettre clairement un prénom. Mais il y avait des indices entre le fait, je l'ai dit, mon prénom est doux, ou alors on a Elliot aussi qui avait dit le grand L, qui avait montré un grand L plus 3. Le médium nous avait dit le grand L plus 3. Je ne comprends pas, je transmets ce que j'entends. Et dans le prénom réel commence par un L, et il y a 3 lettres à la suite. Mais c'est comme s'il avait mis beaucoup d'efforts à montrer le L, puis qu'après, c'était trop long, trop difficile, et puis qu'il a juste dit 3 pour 3 lettres. Débrouillez-vous avec ça. Ils comprendront avec le chiffre 3, c'est bon. Allez hop. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, ça c'était donc une partie de l'interprétation. Et puis, il y a 4, on l'a compté à 4% de réponses qui étaient vraies, mais qu'on a jugées induites par les questions de vérification que je posais, et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt en soi. Je te donne un exemple. Si on avait une information donnée par l'âme fétale qu'un déménagement était prévu, et puis qu'en posant la question aux parents, ils me répondaient tout simplement « Oui, la maison sera vite trop petite, on se dit qu'un jour on déménagera ». Bon, ok, on peut dire que c'est vrai, mais on n'est pas complètement satisfait parce qu'il n'y a pas une anecdote vraiment en lien avec ça. C'est quelque chose d'assez banal de déménager durant une grossesse. On faisait une différence entre ce qui pouvait être comme ça induit. Heureusement, ça a été peu de fois, mais on a mesuré à 4% des réponses vraies, de ce qui n'était pas. Je te donne un autre exemple, j'ai le temps ou pas? Vas-y, au Ouais. contraire. Alors, un autre exemple, c'est la poussette.
Il y a une conscience fétale qui nous a transmis un message pour ses parents. Dites à mes parents que la poussette, elle est parfaite, la poussette de leur rêve, ils vont l'avoir. C'est pourquoi ils nous parlent de poussette, quoi. C'est tellement matériel, c'est tellement étrange. Et puis donc, l'entretien d'après, j'ai posé la question à la maman, je lui ai juste dit, si je te parle, si je te dis poussette, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, si elle m'avait juste dit, bah oui, on a acheté une poussette, bien sûr, bah oui, là, ça aurait fait partie de ce que je te disais, les 4%, où la question induit une réponse qui est vraie, mais qui n'a pas d'intérêt, parce que tous les parents achètent une poussette, ça n'a rien de spécifique. Sauf que là, elle est partie à rire et à me dire, ah, la poussette, ah, si tu savais, la poussette, c'est toute une histoire, la poussette, parce que mon conjoint, donc le papa, c'est un grand sportif et il veut trouver une poussette avec laquelle il pourra courir sur tous les terrains parce qu'ils habitent au Québec. Donc il faut que ce soit que ça aille sur la neige, il faut que ça aille sur les terrains de montagne. Et donc on magasine pour trouver la poussette de ses rêves et ça va jamais. Il y a toujours et donc elle a ri avec ça. Et là, on s'est dit, ah oui, là, il y a une vraie histoire en lien avec la poussette. Donc, là, c'est intéressant quand c'est comme ça. Tu sens la différence. Je vois bien, ouais. Donc voilà, la méthodologie, c'était ça. Donc on faisait à deux, on interprétait à deux. C'est vrai de niveau de confiance comme ça fort ou modéré parce qu'on doit interpréter, ou là c'est vraiment induit. Et puis après, le troisième faisait son interprétation tout seul de son côté et on se faisait une rencontre à trois et puis on regardait si on était d'accord pour chaque chose. La majorité du temps, on l'était. Quand on l'était pas, c'est l'intérêt d'être à trois. Il faut trouver un consensus. Et on discutait, puis on se mettait d'accord pour classifier dans quelque chose. Quand c'était faux, c'était le plus facile. Oui, j'imagine. Voilà la méthodologie, c'est ce que je peux t'en dire. Ça, Donc, c'est pour les éléments vérifiables. Ah non, c'est pas terminé, parce que pour les questions non vérifiables, quand je te disais que c'est aussi de la science, parce qu'en recherche, on fait aussi moi j'aime beaucoup faire ça, des investigations sur le vécu des gens, sur l'expérience de n'importe quoi. Hein. Ça peut être d'avoir un enfant, mais ça peut être d'avoir une maladie ou d'avoir eu un accident ou de vivre dans un quartier défavorisé ou de vivre... Bref, tout est possible. On peut faire des recherches où on va recueillir l'expérience des gens sans la juger, sans chercher à savoir si c'est vrai, si c'est faux, quand ils disent qu'ils sont heureux ou pas heureux, mais ils le disent, ça fait du sens pour eux. Et après, on essaye de faire du sens de ce qui a été vécu par les gens pour éveiller des questions sur les sujets qui peuvent être en lien pour améliorer les prises en charge, pour améliorer la sécurité dans ci, dans ça, pour améliorer l'accompagnement. Donc, on fait des recherches où l'objectif n'est pas de vérifier que c'est vrai, mais de comprendre ce qui a été vécu et d'en faire du sens et de la réflexion. Et avec les réponses aux questions non vérifiables, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, alors, je précise que c'est ce que j'ai fait, parce que pour cette partie-là, on n'était plus trois, puisque mes deux collègues chercheurs on a passé tellement d'heures pour analyser les données vérifiables qu'après c'était plus possible pour eux. Et on a publié l'article scientifique, parce que ça c'est important de le dire, les résultats de cette recherche-là ont été publiés dans un très bon journal scientifique, ce qui n'était pas gagné, parce que c'est difficile de publier dans des bons journaux scientifiques. Il y a des garde-fous et c'est très bien. Donc là, c'est un journal qu'on appelle peer review, donc où plusieurs chercheurs lisent les résultats de la recherche, font une analyse de la qualité méthodologique, de la façon dont les choses ont été faites à l'éditeur. Il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 ou des fois 4 qui font ça. Puis l'éditeur, avec le retour de ces chercheurs, décide s'il publie ou pas cet article. Et puis nous, on a pu être publié dans un journal comme ça, qui a ses méthodes de qualité reconnues, avec aussi une cote. Beaucoup de journaux existent, mais peu ont des cotes. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce journal a une cote. Il s'appelle Explore. Donc dans le journal Explore, on a publié uniquement les résultats vérifiables. Après, on était un peu au bout du rouleau, un peu fatigué. Donc j'ai laissé passer quelques mois et c'est dans un deuxième temps que j'ai repris toutes les données pour analyser les réponses à ces questions non vérifiables, parce que ça aurait été dommage qu'elles restent juste dans un ordinateur. Et l'intérêt du livre, c'est, contrairement à l'article, c'est que toutes les réponses à ces questions vérifiables sont présentées
comme on le fait en analyse de recherche, par thème commun. Donc sur les questions dont j'ai parlé tout à l'heure, a-t-on choisi ses parents, les missions de vie, les choses comme ça, quoi. Très Est-ce bien. que ça va pour la méthodo ou Eh je t'ai ben, abîmé complètement là? non, non, c'est parfait. Et les auditeurs peut-être n'en peuvent plus là, de méthodo. Et d'où le fait d'avoir une équipe très solide qui permet d'avoir des résultats aussi probants que ça, c'est très important, quoi. Bah, disons que ça permet d'avoir du recul, d'avoir le fait d'être un 3, d'avoir. Hélène Evabé a relu bien sûr les choses qui pouvaient être écrites en anglais et a donné son point de vue méthodologique comme ça dans des discussions, mais elle n'a pas pu participer à l'analyse des entretiens parce qu'elle ne parle pas français. Mais oui, c'est important d'être plusieurs pour pas se fourvoyer dans ses propres Mm. croyances, hein, parce qu'avec un sujet comme ça, on a vite fait tomber dans presque des dogmes aussi, nous, alors que non, c'est pas, il faut rester factuel. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut dire, et c'est pour ça que j'invite à la prudence dans l'interprétation de ces données, dans tout notre travail. C'est une première recherche. On a fait au mieux. On est tous les trois des chercheurs qualifiés avec de l'expérience pour faire ça. Mais c'est une première investigation et j'espère qu'il y en aura d'autres et on ne peut pas conclure fermement avec une première investigation comme on a fait. Très bien, très bien. Alors, il y a d'autres questions, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui me venaient en tête au fur et à mesure de l'interview, mais aussi que j'avais noté, mais on va pas pouvoir toutes les faire malheureusement. Il y a des messages très forts dès le début du livre qui donnent le ton, euh, comme la synchronicité avec la buse et la liberté lors des entretiens qui étaient très, très puissants, quoi. Je voulais aussi parler de l'effet Barnum, mais malheureusement, le temps nous manque. Je veux aussi préciser que tu avais fait un podcast que tu avais enregistré sur la RTS. Je vais mettre le lien dans la description, comme ça, si les gens Oui, bah, j'en ai fait sont beaucoup curieux. depuis, hein. C'est vrai que j'ai mis celui-là parce Ouais. que c'était le premier. Mais si on tape mon nom dans YouTube, maintenant, on trouve beaucoup de. Oui, J'ai eu oui. plusieurs personnes comme toi qui m'ont interviewé depuis la sortie du livre en janvier. Je pense à une petite synchronicité, une petite anecdote que j'ai envie de te dire par rapport à l'analyse avec les deux chercheurs, avec Magali Eckermann et Renaud Evrard. Tous les deux venaient d'avoir un bébé, en fait. Magali était enceinte même quand on a commencé la recherche, l'analyse. Et souvent, durant nos séances de travail, qui étaient longues, qui duraient des heures, on les faisait à distance, entre la Suisse, la France et la Belgique. C'est très commode comme ça. Et souvent, Magali et Renaud avaient leur petit, en fait, dans les bras qui avait quelques mois. Et il se trouve, drôle de hasard quand même, que le petit de Renaud la petite s'appelle Alma, donc âme, et la petite de Magali s'appelle Luz, donc lumière. Donc on avait, on avait l'âme et la lumière avec nous durant l'analyse des entretiens. C'était tellement un petit clin d'œil quand même drôle. En plus, aucun des deux n'a d'origine espagnole et les deux ont donné des prénoms espagnols. Voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus après ça, sans déconner? C'est Mignon. magique, Ouais. c'est merveilleux. Pour finir cette interview, il me reste mes deux petites questions rituelles que je pose à chaque fois. La Ok. première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer? Un message ou un conseil à communiquer en lien avec cette recherche. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Je dirais, le message, ce serait, n'hésitez pas à faire un pas de côté pour vous ouvrir à l'expérience, à la question de et si c'était vrai, tout simplement, sans fermer la porte tout de suite à un scepticisme qui est pas documenté, qui vient comme ça, j'y crois pas, c'est pas possible. C'est dommage de se fermer des portes comme ça. Donc j'encourage à ouvrir au questionnement, à lire peut-être le livre pour voir comment ça résonne en soi, parce que nous sommes tous des âmes incarnées, donc ayant fait cette expérience-là. Et puis j'aurais envie de dire qu'il est fort probable que, que chaque enfant qui naît, ce soit une âme qui vient faire l'expérience de l'humanité, et peut-être que cette petite âme, elle a une longue histoire derrière elle, avec elle, et qu'il faut l'accompagner avec une infinie douceur et tout l'amour dont nous sommes capables.
parce que c'est peut-être très courageux de venir sur la Terre. Je crois, je fais un petit clin d'œil à Rob Schwartz, qui a écrit ce livre Courageous Soul, âme courageuse, qui travaille beaucoup sur les missions d'âme. Donc je peux terminer là-dessus. Eh ben, c'était exactement le livre que je cherchais tout à l'heure, Âme Ah, bah courageuse, voilà, de Robert excellent. Schwartz. C'est trop drôle ça. Mais oui, je suis convaincu qu'on a eu pléthore de vies et qu'on en aura encore d'innombrables vies à vivre et tout ça pour apprendre un peu plus ce qu'est l'amour entre chacun. C'est possible. C'est possible. Et ma deuxième question, alors tu en as déjà donné pas mal tout à l'heure, mais j'aime demander les lectures en général et quel est le livre ou le documentaire ou une personne en particulier que tu aimerais citer ici et mettre en avant. Oh là là, j'ai lu tellement de livres et j'ai tellement de livres que j'adore et qui m'ont à chaque fois éveillé moi-même ma propre conscience qu'en choisir un, c'est fou. Alors je peux te dire qu'en ce moment je lis, je vais le faire comme ça. En ce Voilà. moment je lis des livres sur les dauphins, figure-toi. D'accord. Sur ce que la recherche scientifique a pu observer de l'interaction des dauphins et des humains. Je lis aussi, je crois que le titre, c'est, je ne sais pas loin, mais je ne vais pas aller chercher là, c'est le dauphin comme médecin de l'humain, quelque chose comme ça. Et puis l'autre, c'est le livre de Patrick Van Hersel qui s'appelle Le cinquième rêve, qui est aussi en lien avec ses expériences avec les cétacés. Je suis curieuse de ça en ce moment et je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir en lien avec la naissance, hein, c'est les dauphins et la Mhm. naissance. Et sinon, ce qui me vient, un livre emblématique, un tout petit livre de poche, mais qui est une petite bombe, je trouve, et qui moi, m'avait vraiment fait faire un saut quantique dans la capacité à se désidentifier des différents corps qui nous composent, hein, à la fois mental, les pensées qu'on peut avoir et d'être en mesure de se dire je ne suis pas que ces pensées-là. Je suis aussi autre chose que ces pensées et je suis autre chose que ces émotions qui réagissent comme ça. Ou aussi, je ne suis pas que ce corps physique de souffrance, par exemple. C'est Eckhart Tolle et le pouvoir du moment présent. Mhm. Un livre très, très précieux et très, 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 très puissant, effectivement. Voilà. Ouais. Super. Est-ce que tu as une actualité, un prochain livre à sortir ou des conférences à venir? Non, là je suis en incubation, je dirais. Déjà en intégration de tout ce qui s'est passé avec expérience de naissance imminente, euh, avec toutes les rencontres qui se sont produites depuis. Et je sens que je suis à la fois en intégration, à la fois en incubation du futur, mais j'en suis là. Je n'ai pas de choses concrètes. Je vais donner une conférence, je crois que c'est le 7 octobre en Vendée, mais j'ai pas encore les infos concrètes au château de Boisniard, avec justement Patrice Van Hersel et puis d'autres personnes. Et puis je vais donner une conférence le 1er décembre à Lausanne, euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle l'APEC, l'association pour l'étude de la conscience. C'est le 1er décembre au Casar à Lausanne. Non, pas au Casar, Su- au Terreau à Lausanne, exactement. Voilà mon Super. actualité. Bon, bah, de beaux projets en perspective, alors c'est merveilleux. Mm. Merci, merci Clément Bah, pour i- ton intérêt, ton enthousiasme, tes questions et cette interview. Merci beaucoup. c'est moi qui te remercie du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. C'était une belle expérience de pouvoir communiquer avec toi sur ce sujet. Et il me reste plus qu'à, si tu veux bien, te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Ouais. Mm. Aimons-nous les uns les autres, on va dire. Allez, c'est merveilleux. Bon, on part là-dessus. Bonne journée à toi. Il y a plusieurs mots de la fin dans ton interview. Oui, mais ça ira très bien. Ils J'en comprennent les gens demande à force. toujours. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi.